Autant être honnête avec vous, je vais pas pouvoir vous expliquer la coloration de ce dessin ni même la finition. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait j'ai tellement voulu faire un truc parfait, enfin même si parfait n'existe pas, mais j'ai tellement voulu faire un truc bien que j'ai fait qu'expérimenter tout le temps en permanence. Et vous l'expliquer là sur le dessin, en fait ça va être très compliqué parce que je suis revenue en arrière des centaines de fois, j'ai ravancé des centaines de fois, mais il y a quand même un mais, parce que je suis en train de faire cette vidéo, je vais quand même vous expliquer les principales choses que je fais pour finaliser un dessin. Je vais pas non plus expliquer la coloration, c'est-à-dire le choix des couleurs, la pose des ombres, tout ça, parce que je pense que j'ai fait suffisamment de vidéos dessus pour que vous en ayez marre et moi aussi. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour éviter de me répéter sur cette dernière étape qu'est la finition. Parce que oui, c'est là qu'est la plus grosse erreur de tous les digital artistes débutants, on peut dire ça comme ça. Et bah ils terminent pas leur dessin. En fait ils les laissent en suspens. Pour eux, pour moi aussi quand j'ai débuté, colorer un dessin au digital, c'était simplement venir apporter des couleurs. Spoiler! Et bah non, c'est pas du tout le cas. Faut pas oublier que généralement un dessin ça raconte un peu une histoire, enfin dans ma façon de voir les choses, et que en fait s'il y a pas d'ambiance dans le dessin, bah ça va se sentir tout de suite, ce sera juste un dessin lambda d'une meuf colorée, tu vois. En permanence j'apprends parce que j'évolue, parce que je teste des nouvelles choses, et c'est pour ça que je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus de ces finitions, parce que j'ai toujours pas fini d'apprendre et j'ai toujours pas fini d'évoluer et on évolue tous ensemble. Donc finalement on va parler de mettre une ambiance dans son dessin et de faire les finalisations pour réaliser cette ambiance. Ça, vous êtes pas obligé de le savoir au début de votre dessin. C'est-à-dire qu'au début vous faites comme moi, vous faites un visage, machin, tout ça, et puis ça mène à ça, à ce portrait, à ce dessin, mais il n'y a pas spécialement d'ambiance dans le dessin, c'est juste un portrait. Ça peut commencer comme ça en fait. Dans le meilleur des cas, il faudrait que vous ayez eu une idée avant de faire le dessin pour pouvoir donner l'ambiance, tout ça, pour pouvoir que votre dessin ait un sens. Par exemple, j'ai envie de dessiner une sirène. Bah voilà, je sais que l'ambiance a priori devrait être aquatique. Donc mon dessin aura forcément déjà un thème, une ambiance, ou si j'ai envie de modifier tout ça, je le fais, il n'y a pas de souci. On va dire que ambiance égale univers du dessin, ce sera plus simple et plus compréhensible. Donc là, moi, ce dessin, il n'avait pas spécialement d'ambiance, hein, c'était juste un dessin avec une meuf comme ça, mais il faut savoir que quand vous faites la coloration d'un dessin, c'est ultra important du coup cette ambiance, et j'ai fait une vidéo sur comment choisir ses couleurs il y a pas mal de temps, qui tentera de vous expliquer dans les grandes lignes comment choisir des couleurs pour son dessin, les harmoniser ensemble et surtout les choisir par rapport à un thème donné, un univers donné. Je vous invite donc à aller regarder cette vidéo. Comme j'ai fait tout le design du personnage un peu au hasard, je l'avoue, j'avais pas spécialement d'univers pour le dessin, donc il a fallu que j'en invente un. Du coup je suis partie sur un univers que j'ai absolument pas l'habitude de traiter, hein, histoire de bien me mettre dans la merde. Habituellement j'avoue que je travaille plus souvent avec des couleurs froides, je pense. Peut-être que ça doit se jouer à pas grand chose, mais plutôt avec des couleurs froides. Et là, j'ai décidé de changer totalement. Je me suis dit, on va faire un dessin un petit peu plus chaud, un petit peu plus environnement sable, dune, un petit peu futuriste peut-être, je ne sais pas. Donc, pour m'inspirer un peu tout ça, j'ai mis ce fond sable, jaunâtre, pour pouvoir être constamment dans mon thème. Concrètement, je vais faire ma colo en fonction de ce fond. Je sais que avant je faisais l'inverse, maintenant je vais essayer de faire comme ça parce qu'en fait les colos sont beaucoup plus cohérentes. Une fois que ce thème a été donné, en fait j'ai pu faire ma colo comme je la fais d'habitude, voilà. Donc si vous voulez regarder des vidéos sur comment coloriser un dessin, je vous invite à les regarder aussi. Mais voilà, ce qui nous intéresse c'est la finition, c'est une fois que le dessin est terminé, la colo du moins, comment est-ce que je peux faire pour le finaliser et apporter la petite touche qui fera que ce sera un dessin voilà, qui sortira du lot, quoi, qui sera cool. Un dessin dont vous pourrez probablement, je l'espère, être fier. Alors, ça passe par plein de choses. Une fois que la colo est grosso modo finie, moi je vais rajouter les détails en fait. Et ça va plutôt être du painting pour ma part que de vraiment rajouter des éléments. Si j'avais voulu rajouter des éléments, je les aurais rajoutés au line complet, voilà. Mais là, ce sera plutôt des détails et du coup, ce sera plutôt du painting. Pour ma part, ça peut être par exemple des mèches de cheveux, des particularités physiques, des
petites choses sur les vêtements, des insignes, des blasons, des ombres particulièrement petites, enfin voilà, tout ce qui est en fait vraiment de la personnalisation en fait. Normalement c'est quelque chose qui va vous prendre un petit peu de temps aussi, histoire d'être minutieux, de rendre bien. Le mieux pour ça en fait c'est d'avoir la tête reposée, il faut que vous ayez terminé votre colo la veille, je dis n'importe quoi, et que vous repreniez le dessin le lendemain, juste histoire d'avoir un peu de recul en fait. Donc vous allez rajouter ces détails qui vont renforcer l'univers que vous avez choisi pour votre dessin. Ensuite, on peut changer le line de couleur. Donc ça, vous savez depuis 1000 ans que ça existe, hein, j'ai fait que le répéter durant ces 5 dernières vidéos. Imaginons que vous avez fait un line comme moi qui s'est plutôt dans des tons froids, violet, bleu, un petit peu plus foncé, tout ça, et que votre univers est dans des tons chauds, ce sera peut-être mieux de le changer. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avant la colo pour vous rassurer, mais que vous pouvez très bien faire après aussi, ou seulement par endroit pour apporter un petit peu plus de profondeur. Maintenant la partie que vous attendez certainement, c'est en ce qui concerne les modes des calques. Il est extrêmement difficile de dire à quoi servent tous les modes des calques. Sur tous les modes des calques, honnêtement j'en utilise max 4. Pour vous résumer, sur Pen Toolsai, la version 1, il y avait 7 modes de calque disponibles, dont un que je n'utilisais pas du tout en fait. Donc 6 modes de calque à comprendre, c'était pas trop difficile encore. Sur Clip Studio Paint, avec le mode normal, il y en a 28. Autant vous dire que tous les comprendre, non. Là c'est surtout la grosse flemmarde en moi qui parle. Mais par contre, tous les essayer, oui, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est des modes de calque. C'est possible, j'en sais rien. En gros, vous avez un calque lambda qui est créé, voilà. C'est un calque qui va être en mode normal. Les couleurs que vous choisissez vont être fidèles aux couleurs que vous allez percevoir sur votre toile. Tu sélectionnes du bleu, tu peins, ça fait du bleu. Et c'est le même bleu que ce que tu as sélectionné. Là où les modes de calque vont être importants, c'est quand vous allez superposer des couleurs. En tout cas, ici, ça a tout son sens parce qu'on a terminé la colo et on veut simplement apporter une ambiance. Donc, quoi de mieux que les modes de calque qui vont influer sur la superposition des couleurs et donner différents effets. Si je devais diviser ces effets, on va dire ces modes de calque en plusieurs familles, je dirais qu'il y en a 3. Alors attention, hein, on rentre dans la totale subjectivité, donc c'est absolument que mon avis. Je dirais que la première famille s'apparente à celle des ombres, la deuxième ce serait plutôt celle des lumières, et vous avez la troisième qui est un peu particulière, qui est celle qui va nous intéresser aussi un peu. C'est le donneur de ton, je sais pas trop comment dire. Imaginez-vous un objet dans des situations normales, voilà, il est midi, vous mettez un objet dehors, voilà, bon, c'est comme ça. Maintenant imaginez ce même objet avec une forte chaleur et on va dire un coucher de soleil. On est absolument d'accord qu'il aura pas du tout la même couleur. Et c'est là que la famille des calques de changement de ton va intervenir. En fait, elle peut traduire ce changement d'ambiance, ce changement de luminosité. C'est un poil complexe, mais la plupart du temps, vous allez pas trop l'utiliser comme ça, mais il faut réfléchir un petit peu à des utilisations logiques qu'on peut en faire en fait. Je vais vous afficher la liste des modes de calque en fonction des familles que je viens juste de vous dire au-dessus. Il y en aura un qui sera du coup sur Clip Studio Paint et l'autre qui sera sur Pen Toolsai, il y a des équivalences. Enfin bref, voilà, je pense pas que ce soit vraiment la technique qui vous intéresse, mais plutôt vraiment comment l'appliquer et surtout à quel moment l'appliquer. Globalement, j'utilise très peu la famille lumière. Je m'explique parce que je sais que c'est super important. La famille lumière, pour moi, elle est trop pétante en fait, genre elle est pas assez douce. Je l'utiliserais plus pour tout ce qui est lumière extrême, style soleil ou par exemple halo angélique, enfin effet un peu néon aussi, des réverbères en pleine nuit, une ampoule qui brille, enfin vous voyez quelque chose de vraiment, voilà, une forte source de lumière, quelque chose qui produit une sorte de halo autour de lui. Encore très subjectivement, voilà, je l'utilise pas forcément, je sais qu'il y a certains artistes qui l'utilisent beaucoup plus que moi et ça rend très bien, moi j'ai du mal à l'utiliser. Pour tout ce qui est dans la famille ombre, j'utilise ça en fait à la toute fin. Je sais que certains d'entre vous pour faire les ombres utilisent systématiquement le mode multiplie ou le mode produit, ça dépend, parce que c'est vrai, ça donne de bons rendus et on se casse pas la tête à faire un choix de couleur pour l'ombre. Si on l'utilise le plus facilement possible, hein, on parle d'un truc tout simple à la con, vous faites une ombre, au lieu de vous faire chier à prendre la couleur, vous faites le mode multiplie, c'est tout. Perso, je l'utilise à la fin pour donner en fait la lumière finale. La plupart du temps, j'aurais fait le travail en amont avec la colo en plaçant les ombres aux bons endroits, enfin j'espère, parce que c'est pas toujours le cas, c'est même
pas encore du tout le cas. Et quand j'ai terminé le dessin et que je veux par exemple mettre une lumière super forte sur le côté ou juste pas forcément forte parce qu'on peut doser un petit peu la luminosité, et ben en fait je viens colorer tout mon dessin avec une couleur en particulière et je le mets en mode multiplie. Ensuite, je vais venir ajuster son opacité pour éviter qu'il soit trop présent, si je veux juste une légère ombre, voilà. Mais en fait, pourquoi j'utilise ça? Parce que c'est beaucoup plus simple pour avoir des ombres cohérentes, sans du coup se faire chier à la tonalité, bah ça c'est rouge donc l'ombre elle va être comme ça c'est bleu donc l'ombre elle va plutôt être comme ça. En gros là c'est la solution de facilité mais je l'utilise qu'à la fin. Je viens ensuite gommer quelques parties de ce calque et ça va me faire les zones de lumière. Ensuite je blenderai pour rendre les zones plus douces ou quoi. Mais voilà, en gros c'est pour mettre la touche finale de l'éclairage de fin. Si jamais il y a un éclairage très particulier, et ben dans ce cas-là, ça va être super utile. Je pense notamment à un éclairage qui vient de derrière, donc du coup forcément la plupart du temps le dessin est dans l'ombre, ou si c'est un éclairage où la personne est à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière, dans ce cas-là ça va faire quelque chose de transversal, et en fait vous aurez la même ombre, en fait la même unité sur tout le dessin. Voilà dans quel cadre j'utilise le mode multiplie ou le mode produit. Maintenant pour tout ce qui est la famille donneur de ton ou donneur d'ambiance, et ben en fait là c'est du test pur et dur et peut-être des fois un petit peu de l'aléatoire aussi. Disons que je sais que mon dessin a des tons chauds et bah je vais tenter de venir mettre un petit peu de violet à certains endroits, peut-être en arrière-plan, voilà, très diffus, et à ce moment là je vais mettre mon calque en mode incrustation ou overlay, ça dépend, et voir un petit peu ce que ça donne, ce que ça rend. Ça c'est juste une question de sensation, après ce sera à vous de vous dire oui ça fait bien ou non c'est moche. On peut aussi le mettre sur certains éléments du personnage pour intensifier leur couleur, je pense par exemple aux yeux, donc vous pouvez mettre la même couleur que les yeux ou une couleur différente sur l'œil et venir mettre le calque en mode du coup incrustation overlay, pour donner un petit peu plus de peps, un petit peu plus de contraste. Il faut bien évidemment ne pas vous limiter en fait à une seule couleur. Par exemple, vous pouvez mixer du bleu et du violet, vous pouvez mixer n'importe quoi. Le but en fait c'est de jouer avec les couleurs et la superposition des couleurs et la transparence du calque avec les modes qui sont à disposition pour avoir certains effets. Et ça c'est vraiment cool quand on peut le faire parce que du coup ça donne vraiment une autre dimension au dessin. Vous pouvez le faire rentrer complètement dans votre univers ou au contraire le faire passer dans un autre. Pour ce dessin là par exemple, j'ai tenté de faire beaucoup de choses, c'est pour ça qu'à la fin j'ai pas tout gardé. Disons qu'à la fin j'ai fait un calque en mode multiplie qui du coup passait devant le dessin et venait couper transversalement, mais j'ai tout enlevé parce que j'aimais pas le rendu. J'ai mis quelques calques en mode incrustation à certains endroits que j'ai retirés au final aussi parce que j'aimais pas le rendu et que j'ai remplacé par d'autres. Mais là c'est totalement subjectif encore et c'est selon ce que vous aimez. Moi je sais que je place des couleurs un peu plus froides en arrière-plan des fois, ou sur le dessus de la tête ou sur le bas, ça dépend. Honnêtement là c'est à vous d'expérimenter. Ensuite j'ai ce que j'appelle mes super donneurs de ton. Là c'est encore plus marqué en fait. C'est quand réellement j'ai envie de quelque chose pop ou que je trouve que le mode incrustation ou overlay ne suffit pas. Je viens du coup mettre mes éléments en mode luminosity and shade ou ajouter éclat, ça dépend du logiciel sur lequel vous traitez. Et là ça donne encore plus un coup de fouet en fait à l'élément. Encore une fois, tout dépend du rendu que vous voulez donner quoi. Ça fait 13 minutes que je parle passionnément de calque, donc on va peut-être se calmer. Je pense que j'ai un peu tout dit sur les modes des calques. Maintenant vous avez plus qu'à expérimenter et vous avez intérêt même. Pour ma part, c'est quelque chose qui m'amuse de trouver un ton, une tonalité, de faire ressortir des choses, tout ça, donc c'est une vraie histoire d'amour avec les couleurs. Donc amusez-vous, hein, c'est la règle. Honnêtement, des fois j'arrive à faire des rendus, je sais même pas comment je l'ai fait, tellement j'ai fait modification. Bon, imaginons que tout ça, ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête, que vous avez pas forcément envie de jouer 1 million de fois avec les modes de calque, tout ça. Eh bien, vous pouvez toujours vous amuser avec la texture. Certaines textures sont déjà préenregistrées dans Pentoolsai ou Clip Studio Paint, donc c'est assez intéressant de regarder en fait directement dans le logiciel, voir quelles textures sont disponibles. Je sais que sur Pentoolsai il y avait des aquarelles, des crayons, des trucs un petit peu particuliers. Sur Clip Studio Paint, j'avoue que je m'y suis pas trop encore intéressée, hein. Ça va venir, mais bon, pour l'instant je suis encore dans la découverte du logiciel. Imaginons
que votre logiciel ne traite pas les textures, et bien c'est-à-dire que vous n'avez pas de mode pour votre calque où vous pouvez changer sa texture. Et ben on s'en fout parce que internet est notre ami et du coup vous pouvez trouver plein de textures sur Google Images. Je pense par exemple aux blocs d'aquarelle qui ont des grains assez prononcés, bah, vous pouvez les trouver sur internet. Je pense aussi aux textures des toiles d'artistes, enfin des toiles, vous savez ce que c'est une toile quoi. Ça peut avoir un rendu sympa aussi. Ça c'est ce qu'on trouve le plus couramment. Après il y a même certaines personnes qui vont chercher, vous savez, des modèles de papier à carreaux, des choses comme ça, pour apposer leur dessin dessus, ce que je trouve aussi très joli. Bref, les possibilités sont infinies. Si vous avez envie de faire que votre dessin soit sur un vieux parchemin, bah vous pouvez trouver une texture de vieux parchemin sur internet et voilà, et mettre votre dessin dessus. C'est vrai que sur Instagram, des fois, je vois des dessins avec des textures très particulières et tout, et je me dis mais putain, mais comment la personne est arrivée à dessiner là-dessus? C'est pas possible et tout. Pour finalement me rendre compte que la personne a tout à fait dessiné tout sur ordinateur et est venu rajouter une texture à la fin et vraiment ça fait très réel. Pour ça, absolument rien de plus facile. Vous êtes sur votre logiciel, vous importez votre texture, donc qui peut être simplement une image de la texture. En fait, c'est une image d'une toile par exemple, et en gros plan pour qu'on ait bien la texture sous les yeux. Vous allez mettre le calque tout au-dessus en mode multiplie ou produit et vous allez baisser l'opacité de votre calque vers les 60%, 70% pour qu'on voit quand même un petit peu la texture. Il n'y a plus qu'à recadrer en fait le tout et vous aurez votre dessin comme s'il était fait sur une feuille d'aquarelle, une toile, un papier de brouillon, un parchemin. La totale quoi, c'est vraiment facile en fait. Voilà, moi je sais que je le fais très rarement parce que c'est pas mon style de venir faire ça, mais il y a certains artistes qui s'éclatent à faire ça. Tout ce que je vous ai dit, tout ce qui est finition, tout ce qui est détail, tout ce qui est mode de calque, tout ça, il faut absolument pas l'oublier. Même texture, tout ça, après tout dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. C'est ça vraiment qui va donner une âme et votre signature finalement au dessin. Dernière chose, des plus importantes, si vous avez à disposition des outils numériques style Instagram, style retoucheur de photos, n'hésitez pas à l'utiliser sur vos dessins. Je sais que je le fais très souvent parce que quand je termine une colo, je suis, on va dire, globalement satisfaite dans 60% des cas. Et bien que je sois satisfaite ou que je ne sois pas satisfaite de la colo, j'utilise toujours un outil d'édition pour pouvoir modifier les couleurs, pour pouvoir apporter plus de contraste, pour pouvoir encore jouer encore une fois sur le rendu final. Donc n'hésitez pas à utiliser les outils digitaux qui sont à votre disposition, hein, évidemment, vous le savez. Et je crois qu'on a terminé pour cette vidéo, parce que finalement j'ai rien d'autre à vous dire, hein. Je crois que je vous ai dévoilé tous mes secrets, voilà, j'ai plus rien à moi. D'autant plus que je dois terminer cette vidéo parce que je pense que vous l'entendez en arrière-plan, Penny est en train de faire un massacre sur tous mes objets, donc je vais aller la calmer, hein. Allez, sur ce, je me casse, ciao.